arrives, là, tu mets la canne là, parce qu'il ne faut pas soucier la canne pour rien. Puis quand tu arrives là, tu fais ça. Terminé. Un autre canne. Au Québec, on n'y est pas avec le sirop. Annuellement, l'industrie acéricole déclare près de 235 millions de dollars en revenus. Elle engendre des retombées de près d'1 milliard de dollars sur le PIB national. C'est clairement une industrie à côté de laquelle on ne peut pas passer. Dans les dernières années, je vous parlerai environ d'une augmentation des ventes à l'international de 7 % par année, en moyenne. Ce qui est très élevé. Juste dans les 12 derniers mois, c'est une augmentation des exportations de 19 %. Malgré le contexte international incertain, on a réussi à tirer notre épingle du jeu. C'est une très bonne nouvelle. Mais là, maintenant, il faut pouvoir produire le sirop à la hauteur de la demande qu'on a à l'international. C'est le principal défi qu'on va avoir pour les prochaines années. On est à la fois une activité économique très performante pour les régions, mais également, je pense, un vecteur d'identité et de fierté québécoise. Mais au-delà d'une industrie florissante, le sirop d'érable, c'est une tradition qui va de sa fabrication à sa dégustation. Moi, j'avais des amis qui avaient commencé ici. Quand on avait acheté ça, on demeurait à Québec dans le temps. Et puis, des amis que j'avais ici, Noël Bouchard, lui avait commencé ça avec la cabane ici, tranquillement. Puis, un petit évaporateur à 22 par 5. Fait du compte, on trouvait que ça ne fonctionnait pas. On a changé pour être 2 par 6. Puis, ça ne fonctionnait pas encore le tout. Puis, on avait acheté celui-là des années. Ça fait qu'en bas, on a une petite remise en bas avec un réservoir. Et puis notre pompe est installée ici, en bas, ici. Et puis on fait la succion de toutes les érables ici. On va presque jusqu'à la gare du train en bas ici. Le flanc ici, à peu près 250-300 érables qu'on peut avoir ici. Quand on repompe l'eau d'en bas, on appuie ici sur le jaune et puis l'eau remonte ici en haut. Ça pompe directement. Dans le réservoir en haut ici. Et ici, on a une flotte ici qui contrôle l'eau. D'habitude, oui, parce que là, on a terminé, on en met plus pour la fin pour que ça s'évapore plus lentement. Puis est-ce que vous sentez que vos fils, est-ce que c'est une relève? Est-ce qu'ils vont Stéphane, oui, je croirais que oui, Stéphane, ouais. oui. Ça l'intéresse de reprendre la Oui, cabane, oui. C'est quelque chose qui se passe beaucoup de génération en génération, les cabanes, j'ai l'impression. Puis là, on dirait qu'il y a un engouement qui se fait actuellement. Là. Il y a un bout de temps qu'il n'y avait presque plus de cabanes ici. Puis là, maintenant, il y a presque toutes les maisons, il y a de quoi. C'est évident, quand on remonte dans l'histoire, dans le passé, là, il y a plusieurs décennies, on pouvait retrouver dans plusieurs municipalités là, des cabanes à sucre qui pouvaient être évidemment en opération sur une base privée, dont on n'entendait pas beaucoup parler, mais certaines autres, oui, qui accueillaient des groupes et qui faisaient des événements au printemps, à la période des sucres, comme on dit. Ça me rappelle ma jeunesse quand j'étais étudiant au collège, le frère Ernest Veilleux, qui avait sa cabane à sucre et qui accueillait des groupes élèves à chaque printemps. Et tout le collège de l'époque y passait à tour de rôle là, pour aller faire une dégustation de sirop d'érable ou de tire d'érable chez le frère Ernest. Ça, c'était vraiment un lieu, en tout cas pour moi, en ce qui me concerne, qui était le lieu de prédilection. Historiquement, Charlevoix, c'est une région, c'est pas une région qui est une grande productrice acéricole. On ne retrouve pas d'énormes peuplements d'érable à sucre ou érable rouge, les deux essences qui nous permettent de produire du sirop d'érable sur le territoire charlevoisien. Mais historiquement, il y a toujours eu la culture acéricole parce que les familles produisaient du sirop pour eux-mêmes, pour leurs propres besoins en matière de sucre aussi.
C'est vraiment, ça fait partie de l'identité locale. Puis je dirais particulièrement à Petite-Rivière-Saint-François, parce que c'est ici qu'on trouve la plus grande concentration d'érable sucre dans toute la région de Charlevoix. Ça fait vraiment partie de l'identité locale. Puis il y avait plusieurs familles qui avaient des cabanes à sucre qui recevaient des gens sur place. C'était vraiment aussi des petites cabanes à sucre très traditionnelles qui recevaient des gens sur place, un peu comme on reçoit des gens à la maison. Puis, bien, petit à petit, évidemment, avec l'évolution, bien, pour plusieurs raisons, là, la transformation économique du territoire, ces cabanes à sucre-là, il y en a qui ont fermé là, avec le temps. Là. Sur les 8400 entreprises acéricoles du Québec, on ne dénombre aujourd'hui que quelques 150 établissements qui opèrent comme restaurants. Une tendance à la baisse qui n'épargne pas Charlevoix. La région ne compte aujourd'hui qu'une seule cabane offrant le service de restauration. Ce qu'on appelle aujourd'hui les cabanes à sucre de type restaurant, là, dans le fond, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait. Tu sais, je pense que ça s'insère aussi dans une transformation sociale. En général, à la base, les cabanes à sucre tu sais, plus traditionnelles, quand on remonte dans les années 50, 60, 70, on parlait vraiment de petits établissements très enracinés dans leur territoire où les gens de proximité allaient profiter finalement de la saison des sucres là, annuellement, là, dans le fond. Puis petit à petit, mais dans le fond, ces établissements-là, il y a plein de raisons qui expliquent ça, là, mais c'est un peu comme on peut le voir dans d'autres secteurs de la vie économique, c'est-à-dire que de rentabiliser des petits établissements comme ça devenait de plus en plus complexe. Qu'est-ce qui explique vraiment le déclin? C'est une question plus large. Les normes qui ont augmenté avec le temps, ça devient quand même complexe. C'est pas évident non plus de rentabiliser de la restauration aujourd'hui en 2026, on va se le dire. Là. Puis on reste avec des aliments quand même traditionnels. C'est un menu, mais les coûts d'opération ont explosé avec le temps. Fait que ça devient difficile d'offrir une offre aussi intéressante avec autant d'abordabilité qu'à l'époque. C'est pas possible. C'est un phénomène à peu près national, on pourrait dire, parce que ce n'est plus vraiment la fête du printemps officielle. Même si ça existe encore, ce n'est pas la fête officielle, à mon sens. Là. Depuis la fin des années 70, début 80, là, on sent nettement là, une diminution considérable du nombre de cabanes à sucre. Les cultures changent, la population change, nos pratiques, notre manière de vivre les saisons change, parce que notre société était une société plus traditionnelle dans les années 40, 50, 60, amenait à s'obliger, je dirais, de faire la récolte du sirop d'érable. Aujourd'hui, ça ne préoccupe pas grand monde que de dire « je n'ai pas mangé de sirop d'érable » ou de tir d'érable ce printemps. Personne s'en fait une rigueur personnelle. Est-ce qu'il y a une perte? Moi, c'est pas ce que je ressens ici. Puis, tu sais, nous, c'est sûr qu'on est un projet relativement récent. C'est pas récent, la sériculture sur le territoire du domaine. On est venu, je pense, revitaliser ça. Mais je dirais que nous, ça fait à peine 10 ans, là, dans le fond, qu'on a repris les opérations. Fait que, au contraire, peut-être que c'est difficile de témoigner de la même façon qu'une cabane qui aurait 40, 50 ans d'existence. Mais pour nous, ce qu'on a vu, au contraire, c'est de l'engouement. C'est de l'intérêt très grand parce que, justement, c'était en train de disparaître sur le territoire. Est-ce que c'est devenu pour moi quelque chose qui est trop une attraction touristique? J'irais pas. Tu sais, nous, ici même, 50 % de notre clientèle est charlevoisienne, 50 % de notre clientèle est touristique. Demain matin, je ne vais pas aller cracher sur le 50 % de clientèle touristique qui vient ici. Là. Ça nous permet de faire vivre justement ça, puis d'être en mesure de l'offrir. Après, c'est plus dans la façon dont on décide de le transmettre, la façon dont on décide de le mettre en valeur.